Good morning, good afternoon. Bonjour, quel que soit votre emplacement, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui est organisé conjointement par le Bureau de la conseillère spéciale sur l'Afrique et le FIDA, notamment sur la thématique le potentiel de développement des transferts de fonds et de la finance de la diaspora en Afrique. Les différentes crises auxquelles le monde se trouve confronté, notamment la crise énergétique, la COVID-19 et les conflits géopolitiques, ont eu un impact significatif sur le développement durable de l'Afrique. Nous avons été témoins d'une augmentation importante des taux d'inflation ainsi qu'une croissance de l'inégalité ou des inégalités. Les tensions géopolitiques sont en train d'exacerber l'impact de la pandémie de la COVID-19 et tout ceci a considérablement élargi les lacunes en matière de financement pour le développement en Afrique. Selon les institutions financières, l'Afrique aura besoin de mobiliser des financements supplémentaires entre 500 et 700 milliards de dollars, ne fût-ce que pour remettre le continent sur sa trajectoire de développement pré-Covid et aussi pour pouvoir réaliser les objectifs visés à l'horizon 2025. Même si la mobilisation des ressources au niveau local reste l'élément clé pour la croissance durable en Afrique. La mobilisation de plus de ressources extérieures sera quelque chose de très important pour la reconstruction et la relance après la COVID-19. Donc, les pays africains devront intensifier leurs efforts pour mobiliser davantage de transferts de fonds et de financement provenant de la diaspora. C'est dans ce cadre que ce webinaire est organisé. C'est la première dans une série de webinaires qui sont organisés et qui seront organisés jusque au forum qui aura lieu en juillet de l'année prochaine sur le développement durable. L'objectif de cet événement est d'identifier les défis et les possibilités pour la mise à contribution des transferts de fonds et des financements provenant de la diaspora. On va également mettre en évidence les meilleures pratiques, mettre à contribution les innovations en matière de mobilisation de ces transferts et financements et aussi voir et moyens comment on pourrait utiliser ces transferts de fonds en vue d'améliorer la résilience et l'inclusion financière en Afrique. Mesdames et messieurs, nous avons un ordre du jour très intéressant. Nous allons suivre les interventions d'ouverture de la part des organisateurs. Madame la secrétaire générale adjointe et conseillère spéciale pour l'Afrique, Madame Christina Duarte, et aussi de la part de Madame Jopuri, vice-présidente associée, département des connaissances stratégiques, FIDA. Nous allons ensuite suivre la présentation de ma collègue Liwadine Flies, responsable de la gestion des programmes OSA, à l'OSA, et cela sera suivi par une discussion en table ronde qui sera modérée par ma collègue Lewa. La table ronde réunit des praticiens, des experts venus de différents secteurs, y compris Monsieur Amadou Cissé, directeur exécutif de l'Institut africain pour les transferts de fonds et membre du réseau de connaissances de l'OSA. On aura également Monsieur Pedro de Vasconcelos, spécialiste technique principal et gestionnaire de la facilité de financement des transferts de fonds au niveau du Fonds international de développement agricole, FIDA. Nous aurons également Monsieur Philippe Ambradou-Otto, directeur du département de la recherche, Banque du Ghana, et
Aussi, on aura l'intervention de M. Nika Lagavi, directeur exécutif, opérateur des réseaux mobiles MFS Afrique. Et cette table ronde sera animée par ma collègue Lewa et sera suivie par une séance interactive qui, à son tour, sera suivie par la conclusion. J'aimerais à présent passer la parole à Madame la secrétaire générale adjointe et conseillère spéciale pour l'Afrique pour qu'elle puisse prononcer son allocution inaugurale. Vous avez la parole. Merci, Kava. Bonjour à vous tous. D'emblée, j'aimerais convier à nos partenaires un mot de salutation particulier. Il y a 2 semaines à Rome, nous avons eu l'occasion de nous retrouver. On a eu une très bonne conversation. Et bonjour à nos orateurs qui se sont disponibilisés pour cette conversation. Dans mes propos, je vais m'appesantir sur 2 questions importantes du point de vue de la manière dont on peut changer la politique et les politiques en matière de gestion des transferts de fonds. Toutefois, je suis heureuse d'accueillir tout le monde à ce webinaire. Comme Kaval a évoqué, c'est un événement qui est conjointement organisé par l'OSA et le FIDA. Et ceci marque le démarrage d'un partenariat qui, je n'en doute pas, sera très long et très dynamique sur cette thématique, mais non seulement sur cette thématique, mais aussi sur d'autres thématiques. Nous sommes déjà en train de travailler avec l'OFIDA et nous allons continuer cette collaboration en 2023 sur la question des systèmes alimentaires. Alors, pourquoi cette thématique? Et permettez-moi de vous présenter quelques points saillants sur le contexte. Tous les programmes stratégiques touchent 3 aspects importants et critiques en ce qui concerne le financement pour le développement. En ce qui concerne l'Afrique, la mobilisation des ressources intérieures et la manière dont les pays africains ont besoin de mobiliser, de systèmes pour mobiliser ce genre de ressources en luttant notamment contre les flux illicites. Nous avons récemment publié un rapport sur ceci, sur l'établissement des systèmes robustes de mobilisation des ressources intérieures. Et on s'est penché sur cela dans le contexte du financement du développement en Afrique. La deuxième question qui est liée à cela concerne les agences de notation parce qu'il y a une situation du 2 poids 2 mesures en ce qui concerne l'analyse du profil des risques liés aux pays africains. Et ces 2 questions-là sont étroitement liées. Et la troisième question est celle qui est transversale, c'est celle des transferts de fonds de la diaspora. Et les gens pourraient se demander comment est-ce que ceci se cadre dans ce concept, dans ce cadre conceptuel. Et je pense que c'est à l'occasion de ce webinaire qu'on va répondre à cette question. Nous savons très bien que, à la lumière des impacts négatifs des crises mondiaux en cascade et intégrés sur l'Afrique, les pays africains ont besoin d'accélérer ont besoin d'accéder à tout type de ressources financières pour financer le développement. Et la première chose à faire à cet égard, c'est d'identifier les sources disponibles. Et la première chose n'est pas nécessairement de chercher de nouvelles sources de financement. Évidemment,
l'obtention de nouvelles sources prend en moyenne 5 ans, notamment pour obtenir les ressources extérieures du point de vue du financement au niveau national. Donc, quand il s'agit de combler cette lacune, la première étape consiste à identifier de manière très claire les flux financiers existants qui ne sont pas exploités et dont la potentialité n'a pas été exploitée. Et les transferts de fonds de la diaspora est la première chose à considérer. Les transferts de fonds constituent ou sont en tête de liste parmi les sources déjà disponibles. Je vais vous présenter quelques points saillants qui ont été préparés par mon équipe. Les transferts de la diaspora constituent un flux financier qui s'oriente vers l'Afrique de manière robuste et aussi de manière cohérente et constante. Donc c'est déjà là, c'est une question de bien cerner cela. Mais j'aimerais proposer une autre notion. Les transferts de fonds ont la potentialité de colmater cette brèche, mais les transferts de fonds vont au-delà de cette notion de la réduction de cette lacune ou de cette brèche. Et dans le rapport qu'on a lancé hier, le fait d'appréhender, de contrôler et de gérer les flux qui existent déjà et qui sont en train de s'acheminer de manière silencieuse et permanente constitue un fruit apporté du point de vue de l'élaboration des politiques, parce que c'est un flux qui pourrait aider les pays africains à gagner de la place du point de vue des politiques. Comment est-ce qu'un pays africain parvient à gagner des niveaux élevés d'appropriation et parvient à gagner plus d'espace en matière de politique en contrôlant tous les flux économiques, fiscaux et financiers. Et les transferts de fonds dans ce contexte constituent ces flux qui sont un fruit apporté que les décideurs en matière de politique en Afrique peuvent utiliser pour gagner davantage d'espace en matière de politique. Donc, il faut aller au-delà de la notion que les transferts de fonds ne sont là que pour colmater la brèche, que c'est et c'est ce que tout le monde dit au fait. Et cette notion liée à l'utilisation de ces flux existants pour fournir de meilleures conditions aux décideurs en matière de politique, à pouvoir élargir l'espace en matière de politique, ça comporte une notion importante que j'ai évoquée hier à l'occasion d'une autre conversation qu'on a tenue hier, soit hier ou avant-hier. Il y a le lien entre le financement durable et le développement durable. Au fait, c'est un lien très important. J'aimerais saisir cette occasion pour plaider de manière emphatique en faveur de la manière dont le financement pérenne ou durable est l'une des conditions préalables pour réaliser le développement durable. Et le financement durable est lié à la prévisibilité des flux financiers. Si un pays bénéficie de flux financiers prévisibles, ce pays est dans une meilleure posture pour mettre à contribution, mettre à profit ces flux financiers prévisibles. Par exemple, en exploitant les marchés internationaux, mais aussi en amplifiant ces autres sources. Donc, les les flux financiers prévisibles sont un préalable pour réaliser le développement durable. Et à cet égard, les transferts de fonds venus de la diaspora sont parfaitement en droite ligne avec cette description parce que parce qu'ils constituent un flux financier prévisible. Et à cet égard,
Ces transferts peuvent appuyer les décideurs en matière de politique en Afrique de passer d'une mentalité de gestion des stocks et passer beaucoup plus à la gestion des flux. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais au cours de la conversation, s'il y a des questions, je peux y répondre. Et en fait, l'Afrique a besoin d'exploiter toutes les ressources financières, y compris les transferts de fonds, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et aussi, il faudrait que l'Afrique puisse, comme je le dis toujours, briser ce paradoxe financier en Afrique. C'est un pays riche en ressources financières, mais pauvre en flux financiers. On a des réserves très importantes, mais nous commandons pour l'allègement de la dette et la suspension de la dette chaque année. Donc, les transferts de fonds de la diaspora en tant que flux financier prévisible peuvent aider les décideurs à, à affronter ce paradoxe et ce paradigme financier. Et la potentialité est importante. En 2021, d'après les chiffres que mon équipe a préparés, 2021, les transferts de fonds venus de la diaspora africaine ont atteint 91 milliards de dollars. Et les projections sont vers la hausse de 7,7% en 2022 et 2023. Dans un contexte caractérisé par les crises, les transferts de fonds de la diaspora font preuve de résilience. Et c'est ça la beauté de ce type de flux financier. C'est prévisible, c'est fort et c'est résilient. Est-ce que nous pouvons adopter une approche par rapport à ce flux financier comme étant quelque chose qui va au-delà du fait de colmater la brèche? Et malheureusement, le message, le narratif qui est le plus répandu. Bon, évidemment, au Cap-Vert, c'est très important ces transferts. Ça compte pour 10% du PIB et c'est presque le cœur même de la santé financière du Cap-Vert. Mais ce narratif, ce message selon lequel on se concentre sur le coût élevé des transferts d'argent, la concurrence moins élevée dans certains corridors, euh, la volatilité du taux de change, etc., etc. Mais, vous savez, tout ceci est vrai, mais il faut aller au-delà de ces messages qui sont acceptés au niveau mondial. Je pense que le fait d'adopter une approche qui ne perçoit ces transferts comme étant un flux de famille en famille pour aborder la pauvreté est quelque chose qui limite la potentialité de ces flux. Et lorsqu'on voit ce qui est écrit par rapport à ces transferts de fonds, on voit généralement que le concept, que le cadre conceptuel est très faible ou est très étroit, comme étant un mécanisme intrafamilial et caritatif. Et à mon avis, ceci a empêché presque tout le monde de voir euh, la potentialité, la véritable potentialité du point de vue des politiques macroéconomiques. Donc, les transferts de fonds constituent un des fruits apportés en tant qu'outil de financement qui pourrait aider les décideurs en matière de politique de s'éloigner un tout petit peu de la gestion de la pauvreté et passer vers la gestion du développement. Et c'est ça notre objectif. On veut quitter ou abandonner cette mentalité dans laquelle la plupart de nous se trouvent, notamment qui est une mentalité de gestion de la pauvreté, et passer beaucoup plus à la gestion du développement. Et à cet égard également, les transferts peuvent jouer un rôle. Pourquoi? Parce que il s'agit de flux euh,
résilient et robuste. Évidemment, au fur et à mesure qu'on échange, je pense que Pedro va en parler, les transferts de fonds de la diaspora constituent un canal très important pour les petits exploitants agricoles en Afrique. Donc, c'est euh, euh, dans ce contexte qu'on organise ce webinaire. Donc, on s'attend à rompre avec ces concepts au cours de ce webinaire et saisir les opportunités en s'appuyant sur les transferts de fonds. Il faut par exemple introduire les obligations de la diaspora. Si ça pourrait aider un pays à être en meilleure posture pour relancer le mécanisme financier d'intermédiation que ses propres, en utilisant ses propres marchés financiers et ne pas seulement recevoir les transferts de fonds, les mettre dans les comptes euh, à dépôt, comme c'est le cas au Cap-Vert, et attendre que les familles viennent retirer cet argent. Il faut qu'on aille beaucoup euh, au-delà de cela. Veuillez orienter votre conversation de manière à générer des ruptures et changer des mentalités par rapport à la manière dont on approche les transferts de fonds en Afrique et aller au-delà de ce mécanisme intrafamilial et caritatif. Merci beaucoup. Je vous remets la parole, Gava. Merci, Madame la secrétaire générale adjointe, et de votre leadership et aussi de préconiser ce narratif qui remet en cause le narratif préétabli qui ne perçoit ces transferts comme étant un mécanisme intrafamilial euh, visant à réduire la pauvreté et plutôt s'orienter vers une vision beaucoup plus élargie. Je vais passer la parole à Madame Jopori, vice-présidente associée, département des connaissances stratégiques au FIDA, pour qu'elle puisse prononcer son propos d'ouverture. Merci beaucoup, Kava. C'est merveilleux de suivre l'intervention de Christina et j'aime bien ce qu'elle a dit par rapport au fait d'envisager des ruptures et au fait de tenir en considération le fait qu'il s'agit de flux résilients, robustes et prévisibles. Et c'est ce que ces transferts de fonds de la diaspora représentent et aussi se focaliser sur la gestion du développement plutôt que sur la gestion de la pauvreté. Bonjour de Rome. Je suis ici pour prendre la parole après Christina et ce n'est pas une tâche facile. En 2021, le volume total des transferts de fonds euh, était à hauteur de 695 milliards de dollars de la part de la diaspora vers les pays en voie de développement. C'était au-dessus de toute forme d'aide au développement. Sur ces 605 milliards, presque 100 milliards étaient orientés vers les familles en Afrique. Il faut donc reconnaître que l'impact sur le développement du plus grand flux financier que sont les transferts peut être énorme. Au-delà des milliards dont je viens de parler, on a des millions d'anecdotes et d'histoires euh, pour les familles. Je sais que Christina a parlé de ce qui se passe euh, au niveau du ménage et je pense que c'est important que nous réfléchissions sur l'importance de ces flux sur la nutrition, sur la santé, sur l'eau et l'assainissement, sur l'hébergement pour tous les ménages et aussi pour les ODD au niveau des pays, mais aussi au niveau des ménages. Et ceci est envoyé par plus de 230 millions de travailleurs migrants à leur famille. Et ceci représente 60% des recettes des ménages.
Et les transferts de fonds encouragent la résilience des ménages. Souvent, la plupart des ménages, surtout les ménages que cible le FIDA, sont euh, laissés à côté des marchés financiers, principalement parce qu'ils n'ont pas les garanties, ils n'ont pas les ressources nécessaires pour accéder à ces ressources financières, mais aussi ils n'ont pas les ressources nécessaires pour euh, euh, participer au marché financier. Donc, les transferts de fonds, euh, lorsqu'ils sont liés aux services financiers, ils permettent à avoir l'épargne, à la création d'emplois et aux investissements. Évidemment, tout le monde ici est d'accord avec cela. Et je pense qu'ils représentent également un changement d'allure. Donc, on peut créer des services financiers peu coûteux liés à ces transferts de fonds qui pourraient aider des centaines de millions de familles de migrants à créer cette indépendance financière. Quelque chose qui m'a vraiment choqué lorsque j'ai commencé à regarder cette question des transferts de fonds. Je voulais comprendre en fait quel était le coût de ces transferts qui vont d'un migrant vers sa famille dans un pays en développement. Je voulais savoir quel était le coût de transférer ces fonds. Je fais l'essentiel de mes opérations bancaires sur mon téléphone portable et je me rends compte que tous les $200 qui sont transférés sous forme donc de transfert de fonds, eh bien pour ces $200, les travailleurs migrants doivent payer $7. J'ai réalisé ça et ça m'a vraiment choqué. Et c'est en fait une opportunité facile pour créer une véritable différence, sachant dans quel monde nous vivons, sachant quelle est la numérisation aujourd'hui, quelle est la technologie d'aujourd'hui. Alors, il y a nombreuses crises, climat, Ukraine, Covid, ça a créé un rôle très important aussi pour souligner l'importance des transferts de fonds. Et comme Christina l'a dit, ça a été l'une des sources de résilience de beaucoup de familles. Alors, tout le reste disparaissait, ça séchait, mais ces transferts de fonds ont été essentiels pour maintenir la résilience des familles et aussi pour s'assurer que ces familles maintiennent leur niveau de vie, leur mode de subsistance. L'adoption des technologies numériques, c'est ce que nous voulons voir soutenu dans ce flux de transfert. On a toute cette augmentation des opérations en ligne sur les téléphones portables. Si on veut penser à changer les choses, à briser un petit peu le status quo, où est-ce qu'on peut établir un partenariat avec le secteur privé pour créer ces opportunités, pour perturber un petit peu, choquer le marché? Il faut qu'il y ait des outils innovants qui vont promouvoir les opérations, l'inclusion financière, réduire les coûts pour ceux qui font ces transferts et pour les familles qui les reçoivent. Tout cela va être véritablement essentiel. Une autre chose sur laquelle j'aimerais me focaliser, c'est l'aspect genre de ces transferts. Il est clair que la numérisation de ces transferts va continuer, on ne va pas retourner au niveau pré-crise. Et c'est une opportunité pour promouvoir l'inclusion financière, numérique chez les familles bénéficiaires. Il est aussi important que nous puissions nous centrer sur les femmes qui, malheureusement, ont 33% de plus de chances ou de moins de possibilités d'avoir un compte bancaire ou un compte oui, bancaire mobile, ce qui nous ramène encore à la question du coût de ces transferts. Alors, mesdames et messieurs, il est très important de reconnaître certaines choses, surtout dans le contexte de l'IFAD. Nous investissons dans les populations rurales et donc on a aussi une organisation des Nations Unies qui ne doit laisser personne pour compte et une institution financière internationale. Nous portons toutes ces casquettes et nous nous assurons de notre travail sur le terrain dans les zones rurales, que ce travail soit stable et pérenne financièrement. Et il est vraiment important de reconnaître aussi les opportunités que représentent ces transferts de la diaspora, surtout en zone rurale. 50% de ces transferts sont envoyés dans des zones rurales de pays en développement.
Et c'est là, en fait, qu'on a une différence marginale qui est la plus importante. C'est là qu'il y a le plus d'impact. Et je pense qu'au-delà de cette idée générale qui est celle de la réduction de la pauvreté, les transferts de la diaspora, leurs investissements, c'est aussi des opportunités, opportunités d'adaptation au changement climatique, opportunités de transformer les économies rurales. Je reviens juste de la COP27 et quelque chose qui a connu, qui a créé l'unité des pays, c'est que l'on voulait véritablement voir un changement, voir comment aider les pays à s'adapter aux conséquences des changements climatiques. L'adaptation a besoin d'un véritable changement. Je pense que les transferts de ces de fonds sont la voie idoine pour qu'il y ait une augmentation des ressources au titre de l'adaptation. Nous savons, grâce à des études récentes, que les familles vont utiliser des services dans le secteur agricole qui permettent de résister contre les changements climatiques. On encourage donc des investissements qui vont encourager la résilience climatique dans les communautés rurales. Alors, il y a des conséquences sur la résilience de ces transferts de fonds, oui, mais il y a aussi sur le long terme des conséquences chroniques en termes de fragilité. Nous voyons la fragilité aujourd'hui et cette fragilité va rester l'un des attributs, une des caractéristiques de notre planète. Au niveau de l'IFAD, nous travaillons sans relâche avec les partenaires pour que la résilience, grâce à ces transferts, augmente et nous accordons une attention particulière à l'Afrique. Ces sujets sont au cœur des discussions lors du Forum mondial sur les transferts de fonds, les investissements, le développement qu'IFAD va organiser en partenariat avec l'Union africaine et le Bureau des Nations Unies, du Conseil spécial des Nations Unies pour l'Afrique. Ce sera à Nairobi au Kenya au mois de juin de l'an prochain. Ça fait partie du pacte mondial, comme je l'ai déjà dit. Ce sera la plateforme principale pour créer, renforcer les partenariats en vue de trouver des solutions durables pour des transferts moins chers, plus rapides, plus sûrs pour toutes les parties prenantes. L'IFAD organise ceci depuis 2007 en partenariat avec les organismes. Nous incluons aussi la société civile, d'autres partenaires qui se retrouvent en fait pour parler de questions liées à ces transferts de fonds. Nous partageons des solutions pour optimiser l'impact sur le développement. En plus de tout cela, nous sommes engagés à continuer de promouvoir des initiatives pour améliorer l'accès, l'inclusion financière, numérique et aussi pour renforcer le cadre propice qui comprend aussi le coût de ces transferts. Nous voulons aussi favoriser les innovations du secteur privé. Je suis très fière de pouvoir dire que récemment, nous avons établi un partenariat avec plus de 20 entités du secteur privé et plus de 50 partenaires dans 8 pays africains sont impliqués pour promouvoir la numérisation des transferts, réduire leurs coûts, promouvoir l'inclusion financière et pour accroître les opportunités d'investissement parmi les petites et moyennes entreprises. Vous avez des banques commerciales qui sont impliquées, il y a des fintechs, il y a des opérateurs de téléphonie mobile, des fonds d'investissement, des coopératives. Toutes ces agences sont au premier plan de l'innovation dans les marchés africains. Et avec un meilleur accès aux transferts, avec aussi une éducation financière appropriée, nous sommes certains que les familles dans les zones rurales auront encore plus d'options, de choix et de ressources aussi à investir dans ces activités. Et nous ne verrons plus les zones rurales comme étant en fait le talon d'Achille du bilan des pays. Les zones rurales doivent être reconnues pour leur potentiel de croissance et ce sont aussi des zones qui attirent des opportunités d'emploi, de croissance. Ce sont des centres économiques. Et les transferts de fonds peuvent jouer un rôle très important dans ce sens. Et avec les options appropriées en termes d'investissement, nous savons qu'il y aura forcément un effet multiplicateur. Les familles vont investir encore plus dans les régions où elles vivent. Et nos vies seraient meilleures, toutes nos vies. En conclusion, l'IFAD est prêt à continuer d'appuyer les migrants, leurs familles,
en Afrique, dans le reste du monde. Et ensemble, avec la secrétaire générale le secrétaire général des Nations Unies, pardon, nous vous invitons à nous rejoindre en juin 2023 à Nairobi pour notre forum mondial. Merci infiniment. Votre micro, s'il vous plaît. No, thank you so much, Madam Puri, for those remarks. Merci infiniment pour ces deux interventions. Vous avez dit que les transferts de la diaspora étaient le plus grand flux financier vers les pays en développement. Vous avez parlé aussi du fait qu'il fallait s'attaquer à ces coûts élevés du transfert des fonds vers les pays en développement. Merci infiniment. À présent, j'aimerais inviter mon collègue, M. Liwadine Fils, chargé de programme, qui va nous présenter les conclusions de notre étude sur le renforcement de l'impact des transferts de la diaspora sur le développement en Afrique. Quel est le rôle de la coopération internationale? Liwadine, vous avez la parole. Merci infiniment, monsieur le modérateur. L'intervenant demande si on voit son écran. Alors, il s'agit d'un document d'orientation que nous avons donc établi au niveau de ça. C'est la première étude d'une série d'études sur les transferts de fonds. Comme l'a dit Madame la secrétaire générale adjointe lors de son allocution d'ouverture, ça fait partie du programme stratégique d'OSA et c'est un aspect très important pour nous. Cette étude porte sur le renforcement de l'impact des transferts de la diaspora et des transferts de fonds sur le développement en Afrique, rôle de la coopération internationale. Nous allons parler des transferts de fonds, du financement de la diaspora en Afrique, de façon générale, le paysage. Puis nous parlerons de la question du coût de l'envoi de fonds. Pourquoi est-ce que ce coût est élevé? Quels sont les déterminants en fait du coût élevé de ces transferts? Et plus important encore, nous allons parler de l'impact de ces transferts sur les inégalités de revenus, sur le développement. Nous allons parler aussi du rôle de la coopération internationale. Et cette étude, ce document propose également des recommandations donc, en matière de politique que je présenterai. Tout d'abord, lorsque l'on parle d'envoi de fonds, de financement de la diaspora, il faut commencer par les définitions. Qu'est-ce que l'on appelle donc ces transferts? Ce sont des transferts de fonds des migrants vers leur pays d'origine. Lorsqu'on parle de financement de la diaspora, d'investissement de la diaspora, c'est en fait l'épargne des migrants réinvestie dans leur pays d'origine sous différentes formes, prise de participation, création de capital, etc. En introduction, et aussi lors de l'intervention de Cava, il a été dit que ces envois de fonds sont très importants. Il y a une augmentation constante. En 2021, on a estimé à 91 milliards de dollars ces envois, donc des ressources clairement très importantes. Et lorsque l'on prend ces ressources, qu'on les compare aux autres flux, investissement étranger direct, aide publique au développement, eh bien, en fait, ces envois de fonds représentent la somme de ces deux flux, APD, IED. Et nous comprenons maintenant l'importance de ces envois de fonds. Il s'agit ici de flux spéciaux.
stable, contre-cyclique et plus résilient par rapport donc aux autres. Par exemple, alors, pendant la COVID-19, nous avons constaté une baisse nette de beaucoup d'autres sources de financement, alors que les transferts de fonds ont connu une hausse et les migrants ont continué de soutenir leurs familles pour les aider donc à acheter des vivres, des denrées alimentaires, avoir accès aux services de santé, l'éducation, etc. Nous savons tous que ces transferts de fonds contribuent à la réalisation des ODD. La plupart des ODD sont liés au transfert de fonds. Et en 2022, on prévoit une augmentation de 7,1% de ces transferts. Si l'on regarde les pays d'Afrique, l'étude nous montre que beaucoup de pays africains sont fortement tributaires de ces transferts de fonds. Certains pays ont une part des transferts dans leur PIB qui représente parfois même jusqu'à 38%. Donc 38% du PIB représenté par ces transferts de fonds, source de ressources importantes pour les pays. Alors les pays qui reçoivent le plus, c'est l'Égypte, le Nigeria, le Maroc. Les autres sont en dessous de 4,5%. On a donc beaucoup de pays africains qui dépendent de ces ressources. Et la question maintenant est de savoir combien est-ce que cela coûte de renvoyer de l'argent chez soi. Vous avez déjà eu la réponse lors des différentes interventions, mais vous voyez ici, envoyer de l'argent en Afrique, c'est très coûteux. C'est le coût le plus élevé au monde, 7,9%, avec une moyenne mondiale de 6,1%. Et l'objectif de l'ODD 10C est de 3%. Donc on est très loin de cet objectif, de cette cible ODD 10C. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment faire le maximum pour réduire les coûts. Et lorsqu'on regarde les pays africains, envoyer de l'argent dans certains pays africains, parfois ça peut représenter même 20% de frais. Et ça, ce sont des coûts très, très élevés. Et l'étude compare transférer l'argent en Afrique, transfert intra-africain, et à recevoir de l'argent de l'extérieur. Donc, transférer de l'argent au niveau intra-africain, c'est beaucoup plus cher que si l'on reçoit l'argent de l'étranger. Ça, c'est lié. C'est lié à la question des limites des services financiers. Donc, il y a toutes sortes de défis dans les pays africains. N'oublions pas également qu'il y a des migrants africains qui vivent dans d'autres pays africains et qui renvoient de l'argent dans leur pays d'origine. S'il s'agit d'une personne qui vit en Afrique du Sud, par exemple, qui travaille, qui renvoie de l'argent à sa famille au Niger, au Tchad ou ailleurs, ça, c'est également considéré comme un transfert de la diaspora. Il y a certains couloirs qui sont particulièrement coûteux, on a des 13% et plus. Donc, on a certains couloirs à coût particulièrement élevés. Si l'on veut parler de réduire les coûts, il faut se focaliser sur ces pays, ces couloirs. Autre question. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours du coût de ces transferts? Eh bien, parce que c'est important et les études montrent que si l'on arrive à réduire le coût des transferts, et qu'on arrive à ces 3%, l'objectif de l'ODD, eh bien, les flux, les mouvements au niveau mondial de ces transferts pourraient être multipliés par 2. Imaginez un petit peu l'impact. Parlons de l'Afrique, par exemple. On parlait de 91 milliards et ça, ce serait 2 fois plus, c'est immense. Et d'autres études nous montrent que si on réduit le coût
de l'envoi de $200 d'1%, ça va augmenter les volumes de ces transferts de 1,6%. On se focalise donc encore ici sur les coûts parce que c'est important et c'est lié aux engagements pris dans le contexte des ODD. Alors, pour parler de certains moteurs de ces coûts élevés, qu'est-ce qui explique ces coûts? Eh bien, il y a la question de la concurrence, le manque de concurrence. Si vous n'avez qu'un seul opérateur de transfert, dans certains couloirs qu'il n'y a pas de concurrence, à ce moment-là, ils peuvent appliquer les frais qu'ils veulent. Il y a aussi la question de la disponibilité de l'information pour l'expéditeur. Si je veux envoyer de l'argent à ma famille et que je ne connais pas les différentes options et les coûts, je vais me retrouver à choisir l'option la plus coûteuse alors qu'il y en a d'autres que je ne connais pas. La question aussi du nombre de migrants. S'il y a beaucoup de migrants dans un pays, ça permet également de réduire les coûts puisque c'est un marché important pour les opérateurs de ce secteur. Et ils vont s'efforcer de fournir de meilleurs services, moins coûteux, pour être compétitifs et pour attirer les clients. Il y a aussi la question de la stabilité des taux de change dans les pays récipiendaires. Si j'envoie de l'argent demain, par exemple, ou aujourd'hui, et que dans le pays d'origine, le taux de change augmente, ça a un impact sur ce que reçoit la famille. C'est un élément important. La question aussi du développement financier dans les deux pays, de l'expéditeur, du récipiendaire, ça c'est aussi un facteur. Il y a la question aussi des instruments de transfert. Alors le migrant va utiliser des espèces, main à main, passer par la banque, des outils mobiles. Tout cela a un impact sur le coût. Si on utilise le mobile, ça peut réduire les coûts. Alors le canal que l'on va utiliser, nous savons que beaucoup de migrants sont sans papier. Il est difficile pour eux d'avoir accès aux voies officielles, aux banques, et ils préfèrent donc se tourner vers des financements informels. Et ça, c'est aussi au final très coûteux. Et aussi, lorsque, au début de l'exposé, on a parlé de 91 milliards, et ça, c'est ce qui passe par les voies officielles et certaines estimations disent que les chiffres réels, en incluant donc le marché informel, ce serait même plus de 200 milliards de dollars par an. Alors, l'impact, il y a un lien positif entre le coût des transferts et l'inégalité des revenus. On a utilisé l'indice Gini et l'analyse confirme lorsque le coût est réduit, on a plus de flux de transferts vers le pays et ça permet aussi de réduire les inégalités de revenus dans le pays récipiendaire. Mais lorsque l'on regarde le lien entre les transferts et la réduction de la pauvreté et le développement de façon plus générale, il est assez difficile à ce moment-là d'établir une corrélation en utilisant l'indice pluridimensionnel de pauvreté. Et l'analyse montre aussi que davantage de volume, le plus gros volume de transferts reçus par les pays, c'est lié très souvent à des taux de pauvreté plus faibles. Nous avons aussi regardé la situation générale, essayer de voir quels étaient les défis rencontrés.
Donc l'image globale. Le processus fonctionne ainsi. Dans le pays hôte, bon, on a deux catégories de migrants, avec des revenus faibles, revenus élevés, moyens. Les migrants, la plupart du temps, envoient de l'argent à leur pays. Et l'un des problèmes principaux, comme je le disais, c'est le coût. Et encore une fois, il faut réduire les coûts. Ceux qui ont des revenus moyens ou élevés, la plupart du temps, ces personnes peuvent épargner. Ils sont peut-être de deuxième, troisième génération de migrants, sans relation directe avec la famille. Ils restent néanmoins attachés à leur pays d'origine. Et donc, ce sont des personnes qui épargnent, qui envoient des fonds. En général, leur épargne se fait dans le pays hôte. Et le problème avec ce genre de source de fonds, c'est de rapprocher l'épargne dans le pays hôte aux investissements dans le pays d'origine. Donc, c'est là qu'on peut jouer un rôle pour ce qui est de réduire les coûts et on peut aussi aider les pays en réduisant les écarts. Ça doit passer par la coopération internationale. Il faut que l'on facilite l'utilisation de cette épargne pour des titres, émissions, formation de capital, création de PME. Et là, on pourra avoir un impact sur la croissance. Voilà un problème et une possible solution. Je vais parler maintenant des recommandations en matière de politique contenues dans notre étude. On a donc identifié 6 domaines principaux. Le premier, c'est le renforcement de la concurrence dans le secteur des transferts de fonds, qui est important parce que lorsque l'on garantit une concurrence, une réglementation du marché, ça c'est favorable au transfert, on réduit les coûts, ça permet de réduire les coûts et on peut aussi éliminer certaines clauses d'exclusivité. Dans certains couloirs, notamment, j'ai parlé tout à l'heure, les coûts sont très élevés parce qu'on a des accords d'exclusivité qui existent. La deuxième recommandation, ça porte sur l'Institut africain des transferts de fonds. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le directeur général qui est parmi nous, qui va en parler. Nous avons identifié cette recommandation parce que nous nous rendons compte qu'il n'y a pas assez d'informations, de recherche sur l'impact sur le développement de ces transferts, comment réduire cet écart dont je parlais. Nous pensons que l'Institut africain des transferts de fonds est une partie prenante importante pour permettre de jeter un petit peu plus de lumière et faire avancer cette question. Ensuite, la promotion de l'inclusion financière, tout le monde en parle, c'est important. Et les transferts de fonds peuvent jouer un rôle très important en termes de formalisation, pour rapprocher les gens de services formels. On a parlé de l'argent mobile. Il faudrait aussi encourager la diaspora à utiliser son épargne pour investir. Et ça, c'est possible si l'on crée une espèce d'écosystème autour des services liés au transfert de fonds dans les pays d'origine. Il faudrait également que on mette en place une coordination entre le pays hôte, ou des pays hôtes, et les pays d'origine. Et en permettant l'inclusion financière, en mettant en place les politiques, réglementations et douanes dont je parlais, il sera possible de mettre en relief l'impact des transferts sur la réduction de la pauvreté.
Autre recommandation, on parle aussi de développer le secteur financier en Afrique. Il y a eu des meilleures pratiques qui ont été identifiées avec des banques nationales africaines qui ont été encouragées à opérer dans les pays hôtes des migrants, surtout s'il y a de nombreux migrants dans ces pays hôtes. Et ça peut passer par des accords bilatéraux. On peut assouplir les conditions, le minimum de capital. Et à ce moment-là, le migrant trouvera qu'il est plus facile en fait d'aller vers une banque que l'on retrouve dans le pays d'origine et dans le pays hôte. Le fait que cette banque soit présente dans les deux met à l'aise le migrant. Certains pays l'ont déjà fait. Je peux parler du Maroc, du Maroc par exemple, ou de la Tunisie, qui a eu à le faire. Donc, dans les pays hôtes, il y a des filiales de la Banque nationale et ça permet d'augmenter ces transferts de fonds. La question aussi de promouvoir la recherche pour déterminer l'impact des transferts de fonds. J'ai parlé du rôle de l'Institut. Et puis, il y a aussi l'impact sur le développement que l'on évalue notamment par des enquêtes au niveau du pays hôte, ce qui est coûteux et nécessite beaucoup de ressources humaines et financières et beaucoup de pays africains n'ont pas ce genre de possibilités. Peut-être est-ce que le partenariat pourrait aider aussi à se focaliser là-dessus. À ce moment-là, on aurait plus de problèmes de recherche. With the diaspora, private sector, and other actors, researchers, and so on. Within countries is very important because there are so many misconceptions within countries, and then some countries or some stakeholders don't really understand how remittances work and then how they can benefit their sectors. So I think within countries, more coordination within ministries, central banks, from the diaspora side, also the diaspora should be more structured in the host country, and then they can come into a critical mass to invest back in their home countries, which we saw that in many instances. Private sector also, a partnership with the private sector between the government and the private sector. And I think we are lucky today in our panel, we'll try to discuss that since most of these stakeholders are represented. So with this, moderator, I thank you and I give you the floor. Yeah, thank you, Liwa, for that interesting presentation showing the magnitude of remittances and diaspora finance in Africa and the high cost of remitting money to Africa, which is like 7.9% compared to the global average of 6.1%, as well as some of the drivers of remittances, including the degree of competition, exchange rate, as well as financial development. And those recommendations, that you highlighted, they are very pertinent. Of course, we are racing against time. It's already 10:05, and we still have, the panel discussion. And I know the panelists are going to pick up on some of the issues that that you highlighted in the presentation. So I'm going to invite you now, Liwa, to moderate the panel discussion. Over to you. Okay, thank you very much, Kava. So I think today we are very privileged to have this the panel actually, which is composed of distinguished representatives from government. We have the African Union, we have the UN system, our IFAD colleagues, and also private sector. Nos collègues du FIDA, ensemble, nous allons discuter de différentes dimensions prévues pour le webinaire et nous allons nous pencher notamment sur l'impact des transferts de fonds sur le développement. Nous allons nous pencher sur le rôle du secteur privé, mais aussi nous allons aussi nous pencher sur
what we say is achieving people achieving their own goals. It was mentioned also the issue of remittances on climate adaptation, but most importantly, I would like to invite the panelists to address some of the misconceptions. I think this is the call on all the panelists on to address the misconception on remittances, and then to put forward the very strong recommendations. Et nous allons également formuler des recommandations à l'issue de cette table ronde. Nous avons M. Amadou Cissé, directeur exécutif de l'Institut. Mr. Pedro Celis is the lead technical specialist and manager of the financing facility for remittances at IFAD. And then from the government part, we have Mr. Kwasi Achiampong. He's the head of the balance payment division. He's replacing Mr. Philip Abravudu, who is the director of research department in Bank of Ghana. And we will have Ms. Nika Nagachi, she's the executive director of mobile network operators. Aussi, nous avons le directeur exécutif des opérateurs des réseaux mobiles chez MFS Afrique. Monsieur Amadou, le document de politique générale identifie l'Institut africain pour les transferts de fonds comme l'une des principales institutions qui doivent être soutenues en vue de garantir l'appropriation et l'engagement des pays africains dans la mise en œuvre réussie des initiatives liées au transfert de fonds. En tant que directeur exécutif, pourriez-vous partager avec les participants quelques idées sur le travail de l'Institut, en particulier les défis rencontrés dans l'accomplissement de son mandat principal qui est de tirer parti du potentiel de développement des transferts de fonds en Afrique? Merci beaucoup. J'apprécie votre invitation et j'apprécie l'invitation qui nous a été envoyée par le bureau de la conseillère spéciale sur l'Afrique. Votre question est intéressante parce que c'est important pour nous. Si on veut mettre en contribution l'impact des transferts de fonds de la diaspora, il y a un bon nombre d'éléments qu'il faut aborder sur le continent. Vous avez déjà fait allusion à certains de ces aspects. Vous avez dit clairement, c'est important que les gens comprennent ce dont on est en train de parler quand il s'agit de transfert de la diaspora. Ceci est très important. Il y a quelques confusions qu'on a sur le continent. Et des fois, on va au-delà des transferts de la diaspora. Quand on parle de la contribution des transferts, vous avez parlé de deux types de migrants, mais en même temps, il faudrait que nous regardions les différentes sources et les différentes contributions des migrants au développement économique. Et nous sommes également tous d'accord du fait que quand on parle de transfert de fonds de la diaspora, on met souvent de côté les gens qui appuient leur famille. Et si on parle de l'argent qui vient de personnes vers d'autres personnes, principalement des migrants, non seulement des migrants, mais il faut aller au-delà des migrants et parler de la diaspora d'une façon générale et voir comment ils appuient des personnes sur le continent. En même temps, les mêmes ressortissants de la diaspora ont également d'autres types de contributions. Ils peuvent contribuer à financer le développement africain en Afrique. Et je pense que ces éléments-là sont différents. Et si on veut vraiment avoir des politiques qui sont porteurs d'impact, il faut vraiment cerner ces deux éléments. La première chose, c'est quels sont les transferts et comment est-ce qu'on devrait les aborder. Il faut les aborder du point de vue de la question de la mobilisation des ressources intérieures. Donc, nous avons dit que l'argent vient d'une personne à une autre. Lorsque l'argent vient
différentes personnes vers d'autres personnes. Quand on regarde la définition des transferts de fonds de la diaspora, c'est défini comme étant les recettes d'un ménage récipiendaire. Et à cet égard, si on veut aborder les questions liées à cela, il faut aborder cela de l'intérieur et voir ce que les gens font avec l'argent qu'ils reçoivent. Et la plupart des fois, on constate qu'il faut changer le comportement et passer de la consommation exclusive et peut-être ajouter l'épargne, mais aussi ajouter des éléments liés aux activités d'investissement. Et aussi, quand il s'agit de la contribution au financement du développement sur le continent, il faudrait également voir comment on pourrait aborder le comportement des personnes qui reçoivent ces fonds qui sont transférés. Comment est-ce qu'on pourrait concevoir des politiques d'inclusion financière, comme vous l'avez mentionné, mais il faudrait que cela vienne de l'intérieur. C'est au niveau local qu'il faut appréhender cela. Donc, ce sont des politiques au niveau local qu'il faut mettre en œuvre, et cela dans le contexte ou dans le cadre général des politiques du pays. Et de l'autre côté, en ce qui concerne ceux qui envoient les fonds, on suppose qu'ils n'envoient pas la totalité de leur épargne. Quand ils envoient une partie, 200, 300, quel que soit le montant, on suppose qu'il y a un montant qu'ils épargnent là où ils se trouvent. Et pour aborder cela, pour mobiliser ces fonds-là, il faut leur donner des produits clés qu'ils voudront ou dans lesquels ils voudront investir. Et c'est pour cela que quand on regarde les transferts de la diaspora d'une façon générale, si ceux qui reçoivent changent leur comportement et que ceux qui envoient ont des produits dans lesquels ils peuvent investir, ça pourrait aider, mais aussi il y a d'autres aspects qu'on pourrait aborder. Mais la question principale ici, c'est comment ou qui sont ces personnes-là. Si les gens n'utilisent pas les canaux formels pour envoyer les fonds, ça serait très difficile d'identifier ces fonds. Mais sur le continent, ça coûte très cher d'envoyer de l'argent sur le continent. Alors, quelles sont les raisons pour cela? Il y a beaucoup de raisons pour cela, y compris les clauses d'exclusivité qui ont tendance à se retrouver dans plusieurs pays, mais la raison principale, c'est que au niveau de certains corridors, on n'a pas assez de personnes qui utilisent ces corridors et donc donc, il pourrait y avoir une concurrence ouverte, mais il y a très peu d'opérateurs le long de ces corridors et ces opérateurs tirent profit de cela. Et voici ce qui se passe. La solution pour nous en Afrique, c'est d'aborder cette lacune ou ce manque d'informations, de connaissances. Il faudrait que les gens puissent comprendre ce que c'est que les transferts de fonds de la diaspora et aussi mettre en place des politiques qui permettront non seulement d'aborder les transferts, mais aussi placer au cœur de ces politiques les personnes qui reçoivent, les personnes qui expédient l'argent. Et évidemment, c'est important d'aborder l'écosystème et je pense qu'à cet égard, les banques centrales font un très bon travail en ce qui concerne la régulation du système. On a de plus en plus de concurrence sur le continent et le long de plusieurs corridors. L'autre question, c'est que quand on a des stratégies, il faut avoir des fonds pour mettre en œuvre ces stratégies. Et si on parle de la mobilisation de financement et de ressources, mais même cette stratégie visant à mobiliser les ressources nécessite des ressources elles-mêmes sur le continent. Si les pays veulent maximiser l'impact des transferts de fonds de la diaspora, il faudrait qu'ils allouent des ressources à des programmes stratégiques qui visent à mobiliser ces fonds. Voilà là mes quelques perspectives pour l'instant. Je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais peut-être qu'au cours des échanges, je vais pouvoir intervenir davantage. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Cissé. Il s'agit là d'une question ou de questions très importantes que vous avez soulevées. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Monsieur Pedro. Monsieur Pedro, le FIDA assure la coordination du
de la facilité de financement pour les transferts des fonds de la diaspora. Cette facilité ou ce fonds est très important et vous gérez plusieurs projets sur le continent. D'après vous, quels sont les besoins en termes de capacité? Et monsieur Sissi en a parlé. Alors, quels sont les besoins en termes de capacité pour pouvoir mettre à contribution ces flux, mais aussi pour créer un écosystème propice qui, comme on l'a dit, va pouvoir canaliser ces flux vers certains secteurs, vers certains produits, par exemple vers l'assurance santé, l'éducation, les bourses scolaires, ainsi de suite, plutôt que vers la consommation. Merci beaucoup. Are based on the lessons learned that IFAD has been having over the collective 18 years with 65 projects in more than 50 countries, a total amount of projects of almost 80 million. De 80 millions pour nos projets, beaucoup d'études, et comme Christina a demandé au début, j'aurais commencé par un message qui va perturber un petit peu. Ne demandons pas aux familles de transfert, on ne parle pas seulement de flux de transfert, mais là, en fait, on parle de familles. Ne demandons pas à ces familles de s'adapter aux besoins des gouvernements ou d'organisations internationales et à leurs priorités. C'est plutôt l'inverse qui devra avoir lieu. Aidons les gouvernements et les organisations. Try Recording to do in progress. With our development policies being at governmental level, international organizations. This is a misconception that it is so widespread around the world that I think we need to tackle. And in answer to your question, the answer is simple, maybe a little bit long to explain, but I'll try really to summarize. The good news, however, is that we know all the ingredients and we know the models. And this models, the problems around is sometimes understanding this concept, how to apply them, and how to disseminate. And I think this forum is doing just that. But when it comes to remittances or family remittances, the greater way that we have seen to support it is around two pillars: access and use. And you need to do those two. And if you try to jump, it's not going to really work. You need to promote the access of remittances. And when we talk about access, in 2022, after the pandemic, we're talking about promoting digitalization, have regulations that go hand in hand to that. This will have an impact on lower transfer fees. It's an SDG, it's an indicator, but it doesn't happen magically. There's things that promote that. So digitalization is one of them, but promoting access. For IFAD is promoting access in rural areas, getting remittances in a cost-effective manner, reach rural areas. This is all about the use and the regulations. Once you have achieved that, then you can start thinking about the use. And the use translates in providing more options for the people to use those funds, but not in telling them, don't send it to grandmother, don't feed, don't educate, but put it in development projects because we say so. No, is help them do that in a cost-effective way. And this will leverage then more needs, because family remittances have more needs. And that's what you can leverage. Not one, you can do it one family at a time, but it accumulates to millions of people. We have 800 million people benefiting from remittances. If you support them, imagine that you do the simple math, you can see the impact. So if you do that, you're promoting financial inclusion. The way remittances is going to go to an e-wallet, well, where's the development impact of that? Well, it's great. And I think Nika, for instance, and other colleagues here will be able to illustrate that. But with that,
And bringing it to the financial inclusion development aspect that we want, this is, I think, where you can generate more savings, credit, insurance, products that otherwise would not be available for millions of families. And that, I think, it's the real development impact. So governments and international organizations, what can they do is facilitate all that, which I think it's a public sector, role. Can we do that? Can we help the private sector innovate? Can we have, as the public sector, create rules and regulations that facilitate that, all in the benefit of remittance families? This is, I think, the greater, the real impact. And if you allow me just one more minute, I want to give you the 5 ingredients that we learn with a lot of sweat, but these are 5 ingredients in the recipe that you need to address. If you miss one, normally these things won't work. We got it from our experience, but the first is address the data gap. We talked a lot about information data. If you don't have data, you're going to fail because you don't know really what you're going to be tackling. Address the data gap is the first. Increase market competition, absolutely. You need to expand access to remittances, the close collaboration between the public and the private. This should be directly in the agenda, the competition. That's how you're going to get public and private sector working together. The third, for the public sector, enabling environment. We heard a lot about that, but this is absolutely necessary in coherent national regulatory frameworks, both on the sending and the receiving side. For many years, we only talk of one side. And I think this is a key ingredient. The next one is support or co-finance business models that link remittances with financial inclusion. You receive remittances, you can promote savings, maybe give a credit, maybe an insurance, and so on. You talked about scholarships and so on, for instance. These are then doable in the right ecosystem. The technology has been there. Since 2000, I saw Salvadorian families being able to buy a pizza for their families back home from Washington, D.C. The technology allowed them to do that. If you had a piece of plastic, you could. The point is, if you want to expand the services, you need an ecosystem that allows, and for that, you need to sort of promote these innovations. And the last, that is the most important one, is if all these models, is all of this is not looked upon in a scalable manner, it will not work. You cannot ask a model that links remittances and financial inclusion that is so great and innovative, but this is not scalable. It will not survive, and it will do more harm than good. So at every level, be it in promotion of private sector models or public sector policies, we need to look into the bigger picture. And the scalability is the last ingredient that I believe is necessary. Thank you. I'll leave you with that. Thank you very much, Mr. Pedro, for bringing to discussion these very important issues. And then I think your message is very well heard. And thank you for giving us this secret recipe for succeeding on remittances. It shouldn't be secret, and maybe that's the problem. I don't think it's secret anymore. Over to you. Yeah, so I think in the interest of time, I'll be going to our next speaker, and then in your recipe, you in the third, I think, point, you mentioned the importance of the enabling environment in terms of the regulatory framework, and then today we have with us a representative from the Bank of Ghana. So Mr. Kwasi, so how can African countries, for instance, leverage these remittances and diaspora finance to contribute to their growth? And the issue of regulation was talked about. So how also countries could strike the just balance of avoiding, in some instances, over-regulation of the operators, which actually will bring more harm than good to the sector. So could you please address this question? Thank you. Okay, yeah. Good afternoon to everyone. It's afternoon here in Ghana, 3 o'clock. First of all, the Director of Research, Mr. Philip Bradioko, extends his apology for his inability to join the webinar. He was called in the last hour to join an equally important meeting. Yeah, first of all, let me commend OSA and IFAD for organizing this webinar to raise awareness of the importance of remittances and diaspora finance
and their potential in contributing to African development agenda. Yes, remittances continue to be on top sources of financing in Ghana and Africa in general, despite their increasing volumes. In Ghana, for instance, remittances flows over the past few years have averaged over 3.5 billion. This is just the official channel of remittances, excluding the informal channel. And the World Bank estimates that remittances in Ghana, for instance, in 2021 was around $4.5 billion, which is the second highest in the Sub-Saharan Africa. And they've remained quite stable in the midst of global uncertainty. And data from the Ministry of Foreign Affairs in Ghana, for instance, suggests that there are over 3 million Ghanaians living abroad. And these migrants transfer remittances to support families back home for food, education, health, and undertake investment. At the macro level, it is a vital source of foreign exchange and a major component in the current accounts, thus helping to reduce debt-creating flows. These numbers suggest that the remittances ecosystem has great potential, and applying the necessary policy interventions and initiatives within a well-defined regulatory framework could harness the potential in the remittances market to support economic development and help reduce poverty. First, there's a need for regulation to engender competition and also reduce cost. For instance, in Ghana, there has been so many fintechs, MTOs, and service providers in the remittances market. And this has introduced complexities that require supervisors' focus to understand and supervise effectively. In Ghana, a new regulatory framework known as Payment Systems and Services Act has been passed to regulate institutions which carry on payment services and electronic money business. In furtherance of this, the Bank of Ghana, for instance, has established a new FinTech and Innovation Office to drive the bank's digitalization agenda. That is the first one. This enabling policy framework has helped increase the number of service providers and engendered competition with an associated benefit of reduced cost of transfer. Ghanaians in the diaspora now have access to diverse MTO services and are able to initiate funds from their mobile phones in the comfort of their homes at an affordable cost to beneficiaries in Ghana who also receive the funds into their mobile money wallet or bank accounts. Second is trust. There's a need for trust because so many diaspora are unsure of the security and safety of their savings and investment and trusted in African economies. Episodes of diaspora losing their investment abound in Africa. Recently, when Ghana, for instance, undertook a financial sector cleanup exercise, so many diaspora reported to have lost their investment. You also might be aware that Ghana is now negotiating an IMF deal. It is ongoing as we speak. And there's this possibility of debt restructuring. Either there's going to be a haircut on principal or a haircut on the interest. And people who have sent money home from abroad, when they hear this, it reduces their trust in the government. So because subsequently, if you ask them to bring their savings abroad to invest in Ghana, they may be reluctant to do so because of the fear of losing their investment or something of the sort. And I think that there is also the need for innovative and attractive financial products. Well designed and exclusively for Ghanaian diaspora, these financial products could help attract diaspora capital to shore up reserves and support the economy. Deposit, for example, could be in the form of foreign currency or local currency. And to make the foreign currency deposit attractive, we think that the government and the financial institutions should assure them of free repatriation, both principal and interest, anytime they want. Recently, we heard of Nigeria has introduced a scheme known as the Naira for Dollar scheme, which was introduced around 2021. And it is my understanding that with the introduction of this scheme, remittances flows to Nigeria has increased significantly over the years and continue to increase, and it remains quite stable.
And they also think that there's a need for diaspora engagement, periodic meetings with the diaspora on national policies, business opportunities, effort to address their challenges will all help ensure the success in leveraging the financial resources of the diaspora. What about the diaspora bond? Despite the increasing financing requirement in Africa and Ghana in particular, diaspora resources remain untapped, as has been mentioned already. So we think that if you could have a disaggregate data on diaspora, including demography, occupation, reducing risk perception, and marketing campaign, Africa countries, Ghana in particular, can issue diaspora bond as a source of development finance. So for the first issue on measures and initiatives to increase remittances for development, these are my initial thoughts. On the second question, in Ghana, for instance, traditionally, banks have been the main provider of remittances services, and the cost, speed of transfer, and inconvenience of the bank channel to both senders and recipients have been bemoaned globally by customers, regulators, and policymakers. It has been observed that the participation of the fintechs in the remittance industry will foster competition and also cure the issues of higher cost, speed, and inconvenience associated with bank-based channels. However, the regulatory framework in place in the past favored mainly the banks and the NTOs. And to overcome this regulatory challenge, to leveraging fintechs for boosting remittances without compromising anti-money laundering and countering terrorist financing, Bank of Ghana, or for that matter, the government has implemented a portfolio of policies. This includes the passage of the Payment System and Services Act, which regulates the payment service providers and then the fintechs. And there has also been a proportionate and risk-based regulatory regime, which recognizes different types of service providers and corresponding permissible activities. Remittance business is restricted to the first two tiers. The first is dedicated electronic money issuers, popularly known as mobile money operators. And the second level of category is the enhanced payment service providers. In addition to the Act 987 and Ghana's Foreign Exchange Act, the fintechs that provide inward remittances are also required to comply with the guidelines for inward remittances by payment service providers issued by the Bank of Ghana. These guidelines address specific anti-money laundering and countering terrorist financing issues in the fintech remittance business in line with principle of proportionate regulation. Anti-money laundering reporting officer is a key function in this business model to ensure the integrity of transactions. Fintechs in the remittance business are mandated to have a settlement account or settlement relationship with a bank in Ghana, with which two accounts are to be opened, a foreign account and a CD account. The foreign account received the remittances, and the CD account received the translated foreign money for disbursement to the beneficiaries. The settlement account has an obligation to monitor and ensure that accounts of the fintechs are used for the intended business and in line with anti-money laundering norms. Regular reports on fintechs remittance business are also submitted to Bank of Ghana. Okay. Fintechs facilitating inward remittances are also required to implement sanctions, sanction screening, and fraud monitoring tools. Also, the fintechs are mandated by the ISO certified to be ISO certified and comply with Bank of Ghana directive on cyber security. Okay. These measures so far have worked well to foster fintech participation in the remittance industry, as well as protecting the sanity of the ecosystem. Okay. So these are my initial thoughts. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Kwasi. I think we are running out of time. So let me go now to Ms. Nika. So
you are representative of a leading Pan-African fintech company focusing on digital payments. And then we all know that digitalization of remittances could be a solution to achieve or to contribute to affordability. But also, there are some challenges over there. And then from the private sector perspective also, what could be the challenges that money transfer industry actually is facing to ensure the issue of affordability, scalability, and viability of the business? And then how do you see the role of the partnership between the private sector and the public sector in this regard? So could you please address this in few minutes? Thank you. Thank you. I think there's a silver lining with being the last panelist, because most of the things that I wanted to cover has been covered. But I'm going to be very quick in interest of time. So some of the challenges looking at regulation. So I know that everyone spoke about Africa and what we've seen with the mobile money revolution in Africa. And the main reason behind the success of mobile money today in Africa was regulators' willingness to consider low value remittances, low value basically domestic remittances as less risky. And we need the same level of thinking for cross-border. Because, for instance, as a Pan-African company and that operate across the continent, we see a lot of these remittances between African countries, between, let's say, Cote d'Ivoire to Benin, Benin to Burkina, etc. These remittances are sub $25. And when you put more strict regulation in place in terms of identity, and there's lack of like tiered accounts for people to send cross-border remittances as easily as they can do on domestic level, then we are creating a roadblock. The other issue, and I'm really happy that the representative from Ghana, Bank of Ghana, is here, is that many countries are experiencing scarcity of foreign exchange, and in some markets we have multiple exchange rates that exist. And for practitioners like us who are regulated in multiple jurisdictions, this makes it even more difficult to be competitive, as majority of the flows either go through gray routes or unofficial channels that they can offer better exchange rates, or through providers who don't really take regulation as seriously as the likes of us. We know that's a major barrier for us who have a PSP license and a full license in Ghana, for instance. And there are players who are not complying with those regulations. But also the main competition here is the gray routes and unofficial channels. So it's very hard to remain competitive when you want to be compliant and abide by the rules. And I think overall, when you look at the MTO space, there's a need for some level of consolidation. The space is a bit overcrowded. There are so many digital and fintech players, especially on the north side and on Europe and US, that everyone wants to have a level of margin. Everyone wants to enter the market and gain market share, but inevitably we're looking at some level of consolidation there. And what I see as a key challenge is the mindset change, because I think Pedro was talking about it, that we often look at remittances as a single use case, standalone and disjoined from the rest of the financial ecosystem. And then it becomes a game of squeezing margins from every transactions. And if we change the way that we look at remittances and shift to our mindset to view these flows as an instrument for driving financial inclusion and enabling access to more ecosystem transactions and advanced use cases such as loans, insurance, investments, credit, then we'll be having a different conversation. And then altogether, and we're focusing, of course, on designing basically products that goes beyond remittances delivery to a wallet or to a cash pickup point, and are more appealing to the underserved customers that we're looking at. And it also makes the offering more commercially suitable as well.
So it means that we can move beyond the customer fees and creating a kind of adjacent revenue streams. So for this to happen, that kind of mindset change needs to happen across the industry, that everyone should move away from market prioritization that are really right now concentrated on bigger markets in Africa. For instance, everyone wants to be present in Nigeria's and Egypt's of the world, and not many are interested in smaller markets like Liberia, Gambia, Sierra Leone, etc. And those are the key markets that are for us to achieve scale and SDG targets. We need to shift that mentality and look at smaller markets as well, but also have a value proposition that goes beyond remittances. And I think the other thing is that digitization, we talk about digitization a lot as a silver kind of bullet for reducing costs. We have to be careful that the solutions that we're designing are not leaving major proportion of society behind, because thinking about the solutions that are being designed, it has to be contextually relevant. We are designing solutions for consumers that are not at the same level, all at the same level of literacy levels, including financial and technical literacy levels. And we need to look at that and make sure the solutions are inclusive, they're contextually relevant, they're easy to understand, and you're not leaving anyone behind. So I wanted to keep it short. Over to you, and thank you so much for giving us an opportunity to share our views. Thank you very much, Ms. Nika, for bringing the private sector perspective, which I think is critical to the success of whatever policy that need to be put in place. So I think without further ado, and I would like to actually thank all the panelists for sharing their experience and perspectives on the issues discussed. So we go to the discussion, the question and answer session. So I will be opening the floor. We try to take some questions. I see that there are some of them are on the chat box, but if someone is interested in taking the floor, please raise your hand. Otherwise, we're starting by taking the question from the chat box. So from the chat box, there are some questions related to the issue of the difference between the banks and the black market when it comes to sending money, and then the issue when we talked about the costs between the formal and informal channels. So, and then we're asking about how can that gap between the formal and informal channel could be reduced in order also to bring more financial inclusivity to remittance family. Another question was asked about when we talk about cryptocurrency, for instance, and remittances. I don't know if someone is interested in responding to that. There was a very important question about how we can change or how we can influence the change from the migrant perspective on continuing of managing poverty. It means like sending remittances for the basic needs to influencing development, which basically meant by encouraging families to save more, so then they can invest more, and then they can get out from the poverty circle. So these are the few questions that I have from the chat box. So please feel free, who wants to respond to this. Pedro, please. With pleasure. The formality one is an easy one. The answer is, how can we make sure that we push formality? Well, when the advantages of formal services greatly surpass the ones of informal, that's when you're going to get it. Simple as that. If right now sending money to my family is very difficult, I will use a friend, maybe a panelist here that I know that might go through trial, and I put it in an envelope, and I say the government will never know about that, but I will do it. However, if by doing that, my family might get access to benefits, being a wallet that would allow them to have
X or YC additional services, I will start considering. Today, it's even easier because of the digitalization movement that we're seeing. It's here to stay. It's going to facilitate all that. But this is how you're going to have it. And I think this is a great message to the governments that are always prefer to be able to account for these remittances. And when it's informal, you cannot. You can only estimate and so on. For the crypto, this is the question that has been going on now for a couple of years. There's no quick solution. It is, and it's not a pro or against. There's indications right now that are showing that for this particular market, maybe at meso level, crypto can play a role, but otherwise it is not the most adapted. And on your last questions is the needs. We need to look at remittance families in a different way. We link this with poverty. They're addressing poverty by their own means. They're not publicizing that. But what we see, and I think the private sector, Nika knows that, is that they have more and they have a growing set of needs. And these many go unattended. So the need for remittance families for savings, credit, insurance is much greater than those that don't receive remittances. And that needs to be just understood. It's not rocket science, but again, it's largely understood, not only by the public sector, but also by the private sector. Those that I found out first are happy because they're the first ones to address it and make business out of it. And we're trying is to have more of them in there. This is in short my answers. Thank you. Thank you very much, Pedro. So I don't know if any other panel member have comments on this, or otherwise we'll be concluding. Cisse, briefly, please. Yes. Yeah, very briefly. It's just about the spread that we see in some markets. It's not in any market in Africa. Let's understand that. There are some countries where you don't have the parallel market that exists. And in those countries, still the issue of the cost is there. The cost of sending remittance in that country, in those countries, is very is there. And even if it is important, I think it is beyond the issue of addressing the issue of remittance itself. It is what are the policies that are at the country level in terms of how they manage the foreign exchange. And this happens mainly when in very tight foreign exchange control regimes. And it's the option of the countries, and then we have to work around that for remittance to still to exist. In terms of behavior of the families, it is very key for me that we understand that it is important for countries, if they want really to leverage remittances, if they want to get the maximum of remittances, they have to understand the needs of the family that receive remittances and address those needs, help them address those needs. It's not about changing their behavior in terms of I should not consume, I should not go to school. Rather, it is about changing their behavior towards the revenue that they have, and then help them do the same, manage those revenue the same way others who are working in the country that have job manage their revenue to have some savings. It is very important. Unless we do that, we won't be able to empower the people that rely on remittances to live day in, day out. That's the key message that I have to say. Thank you. Thank you very much, Mr. Cisse. We are really out of time. So I thank again all the panelists and all the people who asked the question. Unfortunately, we cannot take more questions. I see some hands raised, but unfortunately, we don't have time. Maybe we'll have another time in another webinar. I think these are critical issues to be discussed. So with this, I will give the floor to Mr. Kaba to try to summarize and conclude. Thank you. Thank you, Aliwa, and to all the panelists. We are racing against time, so I will try to be very brief. We have had a very rich conversation this morning on the importance of remittances and diaspora finance in Africa. We heard that it is the single most important source of development finance, surpassing both ODA and FDI. They contribute importantly to the SDGs, health, education, food security, and potentially could also contribute to climate change adaptation. It was underscored by both the USG and the panelists, the need for a mindset shift
away from viewing remittances as an interfamily charity mechanism to viewing them as a critical resource that can potentially drive financial inclusion and development more broadly. We heard, of course, that the potential impact of remittances is hampered by the high cost of money in some of the corridor, the lack of competition. In terms of what can be done to harness the potential impact of remittances for Africa's development, it was underscored that there's a need to have a clear understanding of migrants and who they are, and the need to differentiate between the migrants and the diaspora community. And that understanding would be key to designing appropriate interventions, tools, and products best tailored to their needs. Of course, it was also underscored that there's a need to promote or to leverage digital technologies in order to drive the cost of remittances. The importance of addressing the data gap, increasing market competition, as well as promoting a conducive enabling environment in both the sending and remittance country and remittance senders. I think this is an excellent event, and I want to thank our principals, our USG, Madam Christina Duarte, and the management of IFAD for having the wisdom of forging this partnership. I believe that we are off to a great start. And as we mentioned, this is the first in the series of events that will be organized between now and June next year, leading up to the Global Forum on Remittances, Investment. And we hope that you continue to engage in all these events all the way to the conference. I really want to thank all the panelists for your perspectives. I want to thank Mr. Amadou Cisse, Mr. Petro Devasconcelos, Mr. Philip Abradu Otto, Mrs. Nagy, and of course, also want to thank the Associate Vice President, Strategic Knowledge Department, IFAD, Mrs. Jo Puri, for her support of this partnership. And last but not the least, my colleague, Mr. Liwadin, for really doing the heavy lifting on this seminar, providing both the substantive and the logistical support for the meeting, as well as my colleagues in the front office, Michelle, Teresa, Mary, and Jorge. Thank you so much, and we look forward to seeing you in the next event. The meeting's adjourned. Bye-bye. Thank you, bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.